chers internautes de Actusen.com, bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Aboubakry Mbodj, qui est le secrétaire exécutif de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Hier, 51 Sénégalais en situation irrégulière ont été expulsés de Gabon. Comment expliquez-vous cette situation au moment où on parle d'unité africaine? Je vous remercie. Effectivement, ça semble une aberration en Afrique quand même aujourd'hui, au moment où on parle de l'Union africaine, qu'un État africain puisse expulser les ressortissants de notre État africain, membre de l'Union africaine. Cela montre tout simplement que jusqu'à présent, le chemin à parcourir pour la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur du continent africain reste à faire. Et c'est symptomatique dans la mesure où aujourd'hui on a dépassé le cap de l'Organisation de l'Unité africaine, plus connue sous le nom de l'OUA, qui a fonctionné de 1963 jusqu'en 2000, après l'adoption de l'acte constitutif de l'Union africaine. Nous avons dépassé le cap de l'OUA qui était créé en 1963 par les pères de l'indépendance pour se libérer du joug de la colonisation et de l'apartheid. C'était ça les objectifs de l'OUA. Mais l'Union africaine qui a été mise en place en 2000, qui a remplacé l'OUA, a changé de mission et d'objectif. Les missions, c'était même d'aller vers les États-Unis d'Afrique. Vous savez que le projet a été longtemps mûri par le président Kadhafi, qui a été suivi par ses pairs, notamment le président Abdoulaye Wade, qui l'ont soutenu pour un gouvernement continental. Malheureusement, le rêve des panafricanistes qui voulaient aller vers le gouvernement continental n'a pas été partagé par tous les pays membres de l'Union africaine, notamment l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui sont des gros poids au niveau de l'Union africaine en tant que pays également économiquement avancé par rapport au reste, ont voulu que l'Union africaine puisse être mise en place et progressivement, avec les commissions économiques régionales comme la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la Commission économique également de l'Afrique australe, la SADC, et la Commission économique de l'Afrique de l'Est également, puissent servir de rempart progressivement pour aller vers une Union africaine réussie. Pourquoi ça tarde? Est-ce un manque de volonté ou quoi? Oui, il y a un manque de volonté politique, parce que les États qui composent l'Union africaine n'ont pas forcément les mêmes intérêts du point de vue par exemple, de leur développement économique et social. Mais si l'on se réfère, par exemple, à des savants ou des historiens très connus comme Cheikh Anta Diop, vous savez qu'il a beaucoup travaillé sur même l'État fédéral. L'État fédéral, ça veut dire que les Cheikh Anta, les Nkrumah, Kwame Nkrumah avaient déjà pensé à cela. C'était un défi pour eux, mais malheureusement, ce défi-là n'a pas pu être réalisé parce qu'il n'y a pas également les contraintes que les États ont au niveau interne. Il y a les grandes puissances qui ne veulent jamais que l'Afrique soit unie. Absolument. Depuis la colonisation, en passant par la décolonisation, jusqu'à présent, vous avez vu que les grandes puissances essayent toujours de diviser les Africains pour les monter les uns contre les autres, les conflits pour pouvoir exploiter les ressources naturelles du continent. Voilà. Ce qui fait que donc, ça c'est des contraintes réelles, mais c'est la volonté politique aujourd'hui des États africains, surtout des gouvernements, des chefs d'État et de gouvernement, qui devaient faire fi de ces contradictions internes et devait savoir que l'intérêt du continent réside aujourd'hui dans l'unité des États africains et aller même vers le gouvernement continental pour pouvoir peser lourd dans les négociations entre aujourd'hui les autres États du monde. Voilà. Au-delà de ces cas d'expulsion, il y a également des cas de décès dans certains pays comme d'Europe.
comme l'Espagne, où récemment un Sénégalais du nom de Mortala Sylla aurait été tué par les policiers espagnols. Comment expliquez-vous cette montée de l'intolérance dans le monde? Oui, là aussi c'est un problème très sérieux auquel nous sommes confrontés. C'est parmi les défis majeurs du XXIe siècle, avec les flux migratoires. Vous savez que vers les années, par exemple, 80 jusqu'aux années 2000-2005, on a connu d'autres formes de migration qui sont différentes des anciennes formes que nous connaissions à l'intérieur de l'Afrique. La migration n'avait pas atteint des proportions inquiétantes comme la migration irrégulière, ce que nous appelons plus communément la migration clandestine. Beaucoup aujourd'hui de personnes, surtout d'origine africaine ou d'origine asiatique, convergent vers l'Europe. Parce qu'on considère l'Europe comme l'Eldorado. De sorte que aussi cela est lié à la pauvreté, la paupérisation croissante des populations, à la malgouvernance des États africains. Pour la plupart des cas, les jeunes qui n'ont plus de perspective d'emploi, aujourd'hui sont prêts, par exemple, à emprunter ce qu'on appelle l'aventure. Avant, c'était par la mer. Quand il y a eu maintenant la fermeture des frontières au niveau de l'Europe, finalement, ils ont changé d'itinéraire, ils ont emprunté, par exemple, le désert. Et combien aujourd'hui de jeunes Africains sont morts, soit à travers les noyades avec les barques qu'ils prenaient, des pirogues de fortune, ou bien qui sont jetés même dans le désert. Et si vous prenez aussi au niveau africain, il y a l'itinéraire par le désert qui passe par le Sénégal est un pays de carrefour pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le Mali, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, le Nigeria, le Niger, le Togo. Tous ces pays-là, aujourd'hui, le Sénégal est un carrefour pour les migrants qui ne peuvent plus passer par la mer parce que les États européens ont installé ce qu'on appelle le Frontex. Le Frontex travaille avec les polices nationales pour éviter que les gens débarquent à partir des côtes africaines, à partir des plages. Maintenant, quand ils passent par le désert, ils passent par le Mali, la Mauritanie, le Maroc, la Libye, la Tunisie et l'Algérie qui sont considérés comme les pays de transit. Et aujourd'hui, arrivés là-bas, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas aller en Espagne, ils ne peuvent pas aller en Italie, ils ne peuvent pas aller en France parce que les frontières ont été maintenant barricadées dans le cadre de l'Union européenne. Et c'est une politique de l'Union européenne de fermeture des frontières. Maintenant, il y a aussi la responsabilité des gouvernements africains qui n'ont pas pu également maintenir aujourd'hui les jeunes à travers un développement endogènes qui leur permettent aujourd'hui, par exemple, de cultiver la terre, d'avoir des fermes, d'avoir, par exemple, également aujourd'hui des industries. Mais ça, c'est lié encore à la volonté politique des États africains, mais à la fermeture également des frontières par les grandes puissances. Est-ce que cette volonté, vous la ressentez chez le gouvernement actuel de Macky Sall? Non, on la ressent. On la ressent parce qu'au moment où je vous parle, le Sénégal n'a même pas encore de politique migratoire. Le Sénégal n'a que des esquisses de politique migratoire. Or, un pays qui n'a pas de politique migratoire ne peut pas avoir un contrôle sur les flux migratoires. J'ai fait une étude il y a de cela 2 ans sur les flux migratoires en Afrique de l'Ouest concernant 3 pays, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Gambie. Et je me suis rendu compte que dans aucun de ces pays, il n'y a pas de politique migratoire. Tout au moins, ce qu'on a, c'est des accords bilatéraux, soit des accords bilatéraux entre les États, soit des accords multilatéraux ou des accords avec l'Union européenne dans le cadre, par exemple, de la réadmission des migrants. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont tués non seulement en Afrique, parce que vous avez vu ce qui se passe au niveau de la Libye, au niveau également de l'Afrique du Sud, parce que quand les migrants arrivent dans ces pays-là, les autres jeunes de ces pays les considèrent comme des gens en venir, les envahir et même les récupérer leur, par exemple, boulot, leur travail. De sorte qu'ils deviennent indésirables. Il y a le phénomène de l'intolérance. Certains d'entre eux également ont voyagé sans papier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de papiers légaux en tant que migrants, de sorte qu'ils fuient les forces de sécurité qui font les contrôles au niveau des frontières. Et quand ils sont arrêtés, il y en a beaucoup qui sont jetés par la mer, d'autres à la merci des requins, d'autres qui se retrouvent dans le désert. On les débarque dans le désert, ils meurent de faim et de soif. Le cas qui s'est passé en Espagne, ça montre également la montée
aujourd'hui de l'intolérance et de l'extrémisme, et surtout la politique aujourd'hui de rigueur et de répression de la part des États membres de l'Union européenne qui ne veulent plus avoir, par exemple, des migrants. C'est pourquoi Sarkozy parlait de migration choisie. Comment faire en sorte qu'aujourd'hui, les États africains et les États européens essayent à travers des accords, voire des jeunes ou des adultes qui ont une qualification pour faire un tri. Voilà. Donc nous allons aborder les questions politiques. Hein. La RADDHO s'intéresse de près au dossier Karim Wade. Récemment, vous avez sorti un communiqué par rapport à l'examen du recours introduit par ses avocats. Vous avez suggéré un peu à la Cour suprême de prendre en compte les recommandations données par le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires. Pourquoi, selon vous, la Cour suprême devrait-elle plutôt vraiment prendre en compte ces recommandations? Pourquoi elle serait obligée de prendre en compte bon, disons, peut-être que ce n'est pas formulé sous forme d'obligation par la Cour suprême, mais c'est une obligation de l'État du Sénégal. Et je peux dire que comme l'État du Sénégal est obligé de suivre l'avis du groupe de travail donc, sur la détention arbitraire des Nations Unies, parce que d'abord le Sénégal est État partie des Nations Unies. C'est-à-dire que le Sénégal fait partie des États membres des Nations Unies. Le Sénégal reconnaît la Charte internationale des Nations Unies. Le Sénégal reconnaît également la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est adoptée et qui est intégrée dans le préambule de la Constitution. Le Sénégal reconnaît également, si vous voulez, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, comme le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels qui viennent renforcer la Déclaration universelle et qui lui donne même, en tant que pacte, un caractère contraignant. Ce qui veut dire que le Sénégal a ratifié les deux pactes qui complètent la Déclaration universelle. Ça veut dire que le Sénégal a souscrit à des engagements internationaux vis-à-vis des Nations Unies. Et aujourd'hui, le groupe de travail a été mis en place par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et ce sont des experts qui ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences, sur la base de leur probité intellectuelle et morale. Et c'est des éminents experts qui ont examiné et qui le font. C'est ce qu'on appelle les organes de contrôle des Nations Unies. Aujourd'hui, je termine par là parce que l'avis du groupe consultatif qui a été fait sur le Sénégal, c'est sur la base aujourd'hui de la position que la RADDHO a eue, de la même manière que la position que Amnesty International a eue, la position que la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme a eue, et beaucoup d'autres organisations des droits de l'homme ont considéré que la CREI, en tant que juridiction, c'est une juridiction telle qu'elle a fonctionné dans le cas de Karim Wade et des co-prévenus, qui n'a pas respecté ce qu'on appelle les garanties du droit à un procès équitable. Voilà. Et cela suppose plusieurs choses. Okay. La première chose, c'est qu'il y a des critères, la présomption d'innocence. Cette présomption d'innocence dont jouissaient Karim et les co-prévenus a été instituée en présomption de culpabilité. Le recours effectif, c'est-à-dire que même si vous êtes condamné par un tribunal, la Constitution du Sénégal, qui est au-dessus de toutes les conventions et des lois internes, vous donne la possibilité d'avoir un recours devant un tribunal de compétences supérieures. Et dans le cas de la CREI, le recours effectif n'existe pas. Donc la CREI est en contradiction avec les dispositions de la Constitution. Or, la Constitution est supérieure à une force supérieure à la loi qui a créé la CREI. Aujourd'hui, la presse a fait état du rejet de la demande de récusation du municipal par les avocats de Karim Wade. Avez-vous confiance quant à la suite à donner par rapport un peu à cette affaire? Vous dites la presse a... La presse a fait état du rejet donc de la demande de récusation du juge Bal, membre de la Cour suprême, par ce recours qui a été introduit par les avocats de Karim Wade. Donc, est-ce que vous... Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous confiant sur la suite? Oui, nous sommes très confiants parce que la Cour suprême même avait rendu une décision que nous avions saluée lorsque les avocats de Karim Wade l'avaient saisie
à propos, par exemple, du droit à un recours. Et la Cour suprême a envoyé, par exemple, cette plainte déposée par les avocats de Karim Wade au niveau du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui c'était par rapport également à la conformité même de la CREI par rapport à la Constitution nationale, sa compétence même à pouvoir juger Karim Wade. Mais ça, c'était une décision à saluer parce que la Cour suprême avait pris au moins en compte ce que je disais, le contrôle de constitutionnalité. C'est-à-dire que c'est la Constitution qui est au-dessus de tout. Ensuite, les conventions internationales, les pactes que le Sénégal a signés. Et ensuite, vient la loi portant création de la CREI. Donc, ces instruments juridiques ont une force supérieure à la loi qui a créé la CREI. Et la Cour suprême, en donnant un avis favorable pour envoyer le dossier au niveau du Conseil constitutionnel, c'est comme si la Cour suprême avait rendu une décision même allant dans le sens que, effectivement, ils ont droit à un recours effectif. Ce qui nous fait espérer que la Cour suprême va dire le droit. Voilà. Maintenant, la Cour suprême qui rendra une décision pour respecter, par exemple, l'avis du groupe de travail que c'est une détention arbitraire, Karim Wade doit être libéré et même réparé, c'est-à-dire indemnisé. Et cela, c'est par rapport aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et par rapport au pacte international relatif aux droits civils politiques. Il y a des dispositions qui disent que aujourd'hui, une personne qui est en détention arbitraire, elle doit être libérée, et non seulement elle doit être libérée, mais elle doit être indemnisée. Voilà, monsieur Mbodj, que répondez-vous à ceux que vous taxez de policiers, hein, notamment à mettre la vie? Non, mais je pense que je ne réponds même pas à ça. Tu sais, moi, je n'ai pas de polémique à faire avec les gens. Les gens connaissent ma position. Peut-être qu'en général, c'est les malades qui traitent les autres de malades. Moi, El Hadj Diouf, c'est quelqu'un que je connais. On a fait l'université ensemble. On a été presque de la même promotion jusqu'à la fin. On a travaillé, etc. Mais nous ne sommes pas de la même nature. Et nous n'avons pas les mêmes principes. Et donc, je ne réponds pas parce que moi, je ne polémique pas. Et les gens me connaissent par exemple, la rigueur dans l'argumentation. Les gens me connaissent également par le sérieux. Et les gens me connaissent également par l'humilité. Et surtout que je suis à la tête d'une organisation qui ne polémique pas avec des individualités qui sont de moindre importance. Mais le fait que vous penchez vraiment très largement sur le projet de Karim Wade ne donne-t-il pas raison à ceux qui pensent que voilà, vous êtes des ONG encagoulés un peu? Oui, mais tu sais que les gens ont toujours pensé que les ONG, il y en a même qui ne croient pas. Mais ce n'est pas ça notre problème. Nous avons des principes que nous défendons. Tout ce que nous disons, nous le fondons sur la base des instruments juridiques nationaux, la Constitution nationale, le Code pénal, le Code de procédure pénale, les lois. Sinon, c'est les conventions de la CEDEAO, c'est-à-dire au niveau sous-régional. Vous avez les mécanismes également, comme la Cour de justice de la CEDEAO. Sinon, c'est les instruments juridiques de l'Union africaine et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Après cela, c'est le niveau international, c'est les Nations Unies, et la RADDHO est membre du Conseil économique et social des Nations Unies avec un statut consultatif spécial. La RADDHO est membre aussi observateur auprès de la Commission africaine, qui est le plus important mécanisme de saisine, par exemple aujourd'hui du point de vue des recours. Nous avons traduit des États devant la Cour africaine par le biais de la Commission africaine. Nous l'avons fait contre l'Angola en 1996, nous l'avons fait contre la Zambie en 1998, nous l'avons fait contre la Gambie, la Mauritanie et le Sénégal sur la Casamance. Et la Commission est venue ici. C'est-à-dire que... Pourquoi on ne vous attend pas trop sur ces sujets, par exemple, comme le maltraitement des enfants récemment? Mais vous ne suivez pas l'actualité, mon cher ami, parce que si vous regardez même dans nos murs, il y a déjà actuellement 2 ans que nous exécutons un projet sur l'éradication de la mendicité forcée des enfants au Sénégal. Et nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale pour le projet, l'avant-projet de loi portant statut des Dara modernes. Nous travaillons avec l'Assemblée nationale, avec le groupe, du Parlement sur la gouvernance et la lutte contre la mendicité forcée. Nous travaillons avec la Fédération des associations des écoles
des maîtres coraniques, par exemple, au niveau du Sénégal. Et nous avons accompagné l'association, la Fédération des associations des écoles coraniques, 2 ans. Et nous avons été ceux qui ont même facilité le dialogue entre le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale, l'Assemblée nationale avec ses maîtres. Et nous travaillons avec les confréries religieuses. Récemment, nous avons organisé un séminaire quand les maîtres coraniques ont dit qu'ils ne sont pas d'accord sur l'avant-projet de loi. Une semaine après, nous avons appelé les maîtres coraniques. Nous avons appelé tous les représentants des confréries religieuses au Sénégal, la famille Talen, la famille Si de Tivaouane, Touba, les Layen, les Niassène. Nous nous sommes retrouvés à Somone. Un atelier qui a regroupé les représentants des confréries et même les leaders traditionnels, coutumiers, qui a représenté les représentants des associations des maîtres coraniques, qui a représenté le Parlement, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Économie et des Finances. Si on dit qu'on travaille, alors que nous sommes en train même de pousser pour aujourd'hui l'adoption. Et nous sommes une des organisations qui a le plus contribué à, par exemple, aujourd'hui, à l'élaboration de ces documents. Mieux, nous avons organisé, parce que nous savons que tout simplement la mendicité ne s'arrête pas au Sénégal, nous avons organisé une consultation régionale qui a réuni le Sénégal, la Gambie, le Niger, la Mauritanie, ici avec les gouvernements, les maîtres coraniques, et nous travaillons avec la CEDEAO actuellement dans le cadre d'un projet sous-régional pour les 15 États. Ce qui veut dire que donc ceux qui le disent ne savent pas ce que fait la RADDHO. Parce que tout ce que fait la RADDHO, elle ne le dit pas aussi dans les médias. Ce qu'on fait, qui est plus important même, n'est pas connu par les populations. Nous allons aborder le dernier sujet, c'est par rapport un peu au caillassage du cortège présidentiel lors de la visite du chef de l'État à l'université. Aujourd'hui, des jeunes ont été arrêtés et inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État et association de malfaiteurs. Ces chefs d'inculpation ne vous paraissent pas un peu exagérés? Bon, d'abord, c'est pour vous dire que nous avons condamné l'acte qui a consisté à jeter, par exemple, des projectiles ou des pierres sur le cortège du président de la République, qui est la première institution de notre pays. Le président est le président de tous les Sénégalais, il mérite des égards, c'est une institution. Nous l'avons condamné. Mais nous avons dit également qu'il faut que la justice traite avec sérénité ces cas-là. Parce que ce n'est pas la première fois que nous avons assisté à un jet de pierre contre un président sénégalais. Abdou Diouf l'a vécu à Thiès. Abdoulaye Wade l'a vécu dans une localité, je crois que c'est à Nguédiène, chez les Canors. Macky Sall l'a vécu. Et nous avons vu que le comportement de Abdou Diouf comme de Macky Sall a été un comportement vraiment de sérénité qui a permis même d'élargir ces étudiants. Peut-être mieux vaut aujourd'hui dépasser les clivages de politisation à outrance de ces affaires-là, parce qu'il est le président de la République, il doit avoir une oreille attentive par rapport à sa jeunesse. Même si elle a fauté, c'est notre intime conviction, il aurait été mieux aujourd'hui qu'ils reçoivent même ceux qui ont fauté, les yeux dans les yeux, et leur dire qu'il ne faut plus jamais recommencer cela. Et qu'ils bénéficient, par exemple, d'une grâce, mais que cette grâce soit également suivie d'effet par la conscientisation des gens par rapport au respect qu'on doit aujourd'hui vouer par rapport aux institutions de la République, que ce soit la présidence, que ce soit les gouvernements, que ce soit le Parlement, que ce soit même aujourd'hui les collectivités locales. Au moins, on doit donner une crédibilité à nos institutions. Mais cela passe par l'éducation. Mais je ne pense pas que le fait aujourd'hui de vouloir utiliser uniquement la répression contre les étudiants qui ont fauté soit la bonne solution. Et sociologiquement, ce n'est pas une bonne solution. La solution sociologique aurait été aujourd'hui que même qu'on saisisse les parents de ces personnes-là, ceux qui sont proches, qu'on discute avec les étudiants de façon sincère sur les questions, parce qu'il y a eu également peut-être des problèmes
que les étudiants ont vécu, qu'ils ont voulu traduire par la force, que nous condamnons, mais il faut avoir raison garder aussi et essayer de traiter la question avec beaucoup de sérénité et moins, par exemple, de mesures de répression disproportionnées par rapport, par exemple, aux actes, parce que ce n'est pas la première fois qu'un président soit hué ou bien qu'on lui jette, même si nous condamnons l'acte, il faut être très Vous n'êtes pas d'accord avec Macky 2012 qui pense qu'on a voulu attenter à la vie du chef de l'État? Non, même si c'est le cas, je dis que c'est des jeunes frustrés par rapport à des conditions d'existence, à des bourses. On a vu la mort de Bassirou Faye, c'est venu du non-paiement des bourses. Et nous avons vu les réformes universitaires, ce qu'elles ont engendré, même si c'est de bonnes réformes. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de les sanctionner, tel que certains le pensent, sévèrement, ça va plus cristalliser, par exemple, les hostilités entre les étudiants et le gouvernement, que si aujourd'hui, par exemple, le président montrait une attitude comme ses prédécesseurs, par exemple, de vouloir plus privilégier le dialogue, l'éducation et même de travailler avec les partenaires de la communauté universitaire pour surmonter les problèmes. Je vous remercie, M. Mbodj, infiniment. Merci, c'est moi-même. Je vous remercie d'avoir bien suivi l'émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.